J'ai toujours trouvé quelque chose d'apaisant dans les livres des philosophes illustres. Un réconfort, un dépaysement consolateur, comme si le doux parfum de leur tranquillité parvenait jusqu'à moi à travers leurs textes. Non qu'ils apportent des remèdes tout prêts aux souffrances existentielles, comme on le raconte souvent pour vendre de la philosophie. Mais à tout le moins, ils créent de beaux problèmes, des problèmes clairs et rassurants. Des problèmes dans lesquels on peut se plaire à oublier la violence d'en bas et son absurdité. Les philosophes formulent les errances de la condition humaine tout en montrant comment s'en excepter, grâce à leur sagesse, à leur maîtrise. L'histoire de la philosophie nous offre donc une réserve infinie de plaisirs spéculatifs tout à fait récréatifs et stimulants. Ils nous donnent l'impression que leurs problèmes sont les nôtres. Mais comme vous le savez, si vous suivez Simone et les philosophes, le désir de comprendre un peu mieux qu'auparavant me conduit parfois à confronter leurs propos à mes propres observations. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais dans ce 12e épisode de la saison 2 de ce podcast, je vais adresser une réponse critique à l'un des épisodes les plus écoutés de la première saison. Il s'agit de l'épisode intitulé « La vie est-elle assez longue ? La réponse de Sénèque ». Puisque Sénèque lui-même nous invitait à dialoguer avec les philosophes à travers les siècles, j'ai eu envie de le prendre au mot et de lui dire en quoi mon rapport au temps n'est pas soluble par son diagnostic et ses préconisations. Il ne l'est pas parce que la féminité s'inculque dans une violence temporelle que Sénèque ignorait manifestement. Et que bien souvent, pour une femme, l'enjeu n'est pas tant de savoir comment ne plus gaspiller son temps en maîtrisant sa quête de plaisirs et de pouvoir, mais l'enjeu est de comprendre comment survivre dans une société où devenir femme, c'est consacrer son temps à satisfaire des attentes et des désirs qu'on nous a demandé d'avoir. Ce qui m'importe alors, comme à beaucoup d'autres femmes, ce n'est pas de savoir si le temps de ma vie est court ou long, mais comment je peux me le réapproprier pour l'investir d'une liberté qui est initialement empêchée. Alors d'abord, en quelques mots, je vous propose un petit résumé de ce que je vous racontais dans l'épisode consacré au texte de Sénèque de la brièveté de la vie. Dans ce texte, Sénèque s'adressait à son beau-frère Paulinus, qui est un haut fonctionnaire romain, et il lui adressait ses recommandations pour être heureux. Il lui racontait que nous ne manquons pas de temps, que la vie n'est donc pas trop courte, mais que nous gaspillons notre temps d'existence pour plusieurs raisons, et j'en avais détaché 4 dans le texte de Sénèque. D'abord, nous perdons nos journées en les remplissant avec de multiples futilités. Et comme je vous le disais dans le second épisode du podcast saison 2, les philosophes n'aiment pas les futilités ou appellent futile ce qu'ils n'aiment pas. Ensuite, nous perdons notre temps par inconscience, c'est-à-dire que nous vivons comme si nous étions immortels en reportant le bonheur à demain. Par ailleurs, la course au pouvoir et à la reconnaissance sociale accapare le présent de façon indéfinie et nous plonge dans un cercle vicieux d'insatisfaction. Et enfin, l'inconstance suscite d'innombrables changements et empêche la cohérence requise pour jouir pleinement du temps présent. Bref, la sagesse consiste à user de son temps avec discernement et cohérence, ce qui suppose, pour Sénèque, d'en consacrer une bonne part à la réflexion philosophique. Alors, je passe très rapidement ici sur ce résumé. Je vous invite, si vous voulez vous replonger dans le propos, à écouter ou réécouter l'épisode concerné et même à lire le texte de Sénèque. Et si vous le faites d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos propres réactions qui pourraient compléter ce que je vais vous proposer dans cet épisode-ci. Alors, ce qu'il y a de séduisant dans cette approche, c'est que nous pouvons nous y reconnaître, même si nous ne sommes pas Paulinus.
Nous pouvons nous y reconnaître parce que cette approche nous offre une manière de comprendre notre propre mal-être à sa surface et d'une façon qui le rende surmontable. Il suffit de discerner avec sagesse nos désirs, nos priorités et nos habitudes pour jouir sereinement du présent. Sous une forme moins élégante, ce message est omniprésent dans la littérature de développement personnel, qui aime d'ailleurs faire appel à une version très simplifiée du stoïcisme. Lorsque nous avons le sentiment d'être débordés, c'est que nous aurions mal géré nos priorités, donc que nous avons mal usé du temps dont nous disposions. Quelle que soit l'imprécision de ce discours, il nous offre quelque chose de rassurant puisqu'il nous insuffle le plaisir de penser que nous pouvons maîtriser notre rapport au temps par une discipline adéquate qui ne dépend que de nous. Mais à vrai dire, après avoir longuement étudié ce discours, tant sur le plan théorique que pratique, je dois reconnaître qu'il ne me convient pas. Et si je pouvais écrire à Sénèque, je lui dirais à peu près ceci. Cher Sénèque, lorsque tu écrivais à ton beau-frère Polynus, il me semble que tu lui donnais des conseils tout à fait appropriés aux privilèges de son genre, de sa couleur de peau et de la classe sociale qu'il occupait à Rome. Mais aussi étrange que la chose puisse te paraître, on a classé ta lettre parmi les grands textes de la philosophie auxquels on accorde une validité universelle, comme si n'importe qui pouvait être Polynus et comme si tu adressais ta sagesse à l'humanité dans son ensemble. Quoique ta responsabilité personnelle face à cette postérité philosophique soit limitée, permets-moi de t'exprimer quelques divergences. Je suis convaincue comme toi que pour être un peu plus libre et heureux, il faut en passer par une réflexion sur le temps et sur le sentiment que nous avons d'en manquer. Alors j'ai collecté des confidences des femmes qui m'entourent et j'y ai ajouté mes propres expériences. Et ce qu'il en ressort, c'est que le manque de temps, dont se plaignent le plus souvent les femmes, n'est aucunement lié à une mauvaise gestion des priorités. Au contraire, il est lié à la nécessité à laquelle elles sont acculées en tant que femmes de n'accomplir que ce qui est prioritaire, dans l'ordre des normes qu'on impose aux femmes dans nos sociétés. Ce qui est prioritaire et ce qui est, à tout le moins, vital. Pour ne pas être banni, donc pour survivre, surtout si on cumule les motifs sociaux de discrimination, il faut cocher un certain nombre de priorités quotidiennes. Elles ne te paraîtront sans doute pas importantes au regard de ta propre sagesse, mais elles le sont pour nos sociétés au point d'être incontournables, et elles le sont aussi pour la vie, puisque c'est du soin de la vie dont on a chargé les femmes. Elles sont définies, ces priorités, par un cahier des charges patriarcal transmis de génération en génération et dans toutes les sphères de la vie sociale. La journée d'une femme peut ainsi se trouver remplie par une série d'actions minimales qui lui permettent seulement de ne pas être réprouvée. Ainsi, la démultiplication des gestes visant à s'éloigner le moins possible du corps standardisé, de la mère parfaite, de la femme souriante, de l'amante docile, de la fille sérieuse qu'il faut être, occupe un temps considérable dont les hommes sont bien davantage épargnés. Tout ce que tu qualifies de futile est imposé comme une condition minimale pour qu'une femme soit, à des degrés divers, acceptable en société. Tu me diras sans doute que les femmes n'y consacrent du temps que parce qu'elles sont en quête de reconnaissance sociale et qu'elles doivent donc contenir leur désir de reconnaissance pour se libérer. Mais c'est à mon avis passer à côté d'une réalité empirique observable dès l'enfance. À moins de jouir de quelques privilèges matériels, les portes nécessaires à la survie économique restent fermées devant les femmes qui se refuseraient à accomplir un minimum les rôles attendus. Moi-même qui te relisais à différentes étapes de ma vie, j'avais envie de croire en tes préconisations et de les appliquer, mais ça ne marchait pas. Pour tout ce que je voulais faire, il fallait que j'accomplisse des gestes supplémentaires qu'un homme dans la même situation n'avait pas à faire. Il fallait donc constamment compresser le temps pour satisfaire la mosaïque de facettes attendues. Il fallait donc constamment réduire le temps que je voulais dévouer à l'activité philosophique.
Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure de la vie, s'accumulent les rôles qu'une femme doit jouer sur le théâtre du monde patriarcal dans une espèce de polychronie incroyable. Car il ne faut pas seulement enchaîner les gestes féminins, il faut pouvoir les accomplir en même temps, ce qui est bien sûr impossible. Pour rendre la chose cohérente et ignorer la souffrance dont les femmes se plaignent, on raconte, on répète que les femmes savent de façon innée faire plusieurs choses en même temps, contrairement aux hommes. Je suis certaine que tu dois, comme moi, trouver cela tout à fait absurde. Alors, il reste ton dernier argument. Tu disais que si les hommes manquent de temps, c'est-à-dire si les hommes perdent leur temps, c'est parce qu'ils poursuivent des plaisirs instables. Ils doivent bien plutôt s'adonner à la réflexion philosophique pour faire preuve de discernement. Là aussi, je comprends que ton conseil puisse profiter à ton beau-frère. Mais pour ma part, je peine à m'y reconnaître. J'ai fait le choix de la philosophie et je l'ai fait tôt sans en tirer aucun mérite. Cela est même très rapidement apparu comme une pathologie, une forme d'incontinence de la pensée, peu recommandable chez une femme. Lorsqu'un homme cultive la réflexion, on l'admire et on l'écoute. Mais lorsqu'une femme réfléchit, on redoute sa parole et on part du principe qu'elle mouline inutilement des idées et qu'elle devrait bien plutôt consacrer son attention aux choses qu'on attend d'elle. Au point où réfléchir peut devenir un motif de complexe pour une femme. Bref, peu m'importer ce type de lieu commun. En choisissant de m'adonner à la philosophie, j'ai longtemps pensé, malgré tout, que ma vie serait remplie de cette joie intellectuelle dont tu parles et de cette joie dont parle aussi Aristote avant toi et Descartes après toi. Mais non, parce que comme tu le dis toi-même, la pensée ne se fait pas en 2 minutes, elle requiert un temps qui ne peut pas être fractionné. Or, ce qui définit le temps des femmes, c'est qu'il est constamment interrompu par tout ce qui concerne les tâches, les priorités dont je te parlais tout à l'heure. Dans un fonctionnement normal, c'est elle qu'on dérange pour toutes sortes de questions et de sollicitations qu'on considère comme subalternes. Où qu'elle soit, on l'interrompra pour ce qui concerne la vie domestique, conjugale, familiale, les comptes rendus de réunion, les cadeaux collectifs, les événements à organiser, tout ce qu'on appelle le soin, tout ce qui fait le charme de la vie sociale d'ailleurs, mais dont on a exclu les hommes et que notre tradition leur a délégué tout en le dévalorisant. Même le temps d'une marche dans la rue, une femme s'expose à être interrompue ou harcelée. Même le temps d'énoncer une phrase jusqu'au bout, sans être interrompue, relève du défi pour une femme. Parce qu'elle est une femme. Et pour respecter le temps long des hommes et de leurs pensées, on impose un temps court aux femmes. Vois-tu, le temps a un genre. Alors, je dois reconnaître, cher Sénèque, que puisque la capacité des femmes à renoncer à leur plaisir, leur abnégation, donc leur forme d'ascétisme que tu appelais toi-même de tes vœux, ne permet pas la jouissance du présent dont tu parles, je me suis mise en quête d'une autre forme de sagesse. Une forme de sagesse féministe, bricolée, inachevée, qui ne peut se réclamer de la grande tradition philosophique. Cette sagesse tient compte de l'incohérence irréductible de toute démarche émancipatrice. Parce que quoi qu'on fasse, il y a toujours un reste de conformisme, en nous et à l'extérieur de nous, qui est entretenu par la peur d'être rejeté. Simone de Beauvoir soulignait cette division de la femme libre à la fin du deuxième sexe. La femme se libère en se réappropriant le temps de son existence pour ses désirs les plus chers, mais elle se heurte toujours à son propre conformisme et aux résistances matérielles que lui impose la société. Plus concrètement, se réapproprier son temps d'existence quand on est une femme, c'est inévitablement désobéir, individuellement et collectivement. C'est regagner une temporalité où la violence du surmenage et des exigences rigides laisse la place au projet, à l'amour, à la création et à l'association. Cette sagesse n'a rien de tranquille.
Et c'est peut-être le deuil de cette tranquillité tant fantasmée qui me paraît parfois lourd à vivre, à force d'avoir rêvé de cette tranquillité en lisant des textes et ceux des grands philosophes de l'histoire. Mais vois-tu, le temps des femmes a depuis longtemps été assujetti à la tranquillité masculine. Et je suis convaincue qu'au lieu d'une belle sagesse qui requiert l'exploitation des autres, se viendra bientôt une sagesse plus libératrice et solidaire, qui ne fait pas reposer le temps libre et long des uns sur la dépossession invisible du temps des autres. Voici dans une version courte la lettre que j'adresserai à Sénèque si je le pouvais. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par une étoile ou un message. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la fin du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ça tombe bien puisque c'est le sujet du book club de ce vendredi 11 décembre. Pour y participer et ou pour écouter le replay audio, participer aux prochaines rencontres mensuelles et accéder à d'autres contenus complémentaires, il vous suffit d'adhérer au club de Simone pour 10 € par mois. Non seulement vous vous offrez de quoi philosopher davantage, et avec d'autres auditrices et auditeurs, mais vous financez aussi le travail de recherche et de production qui permet l'existence de ce podcast. J'en profite pour remercier les adhérentes et les adhérents du club qui rendent possible l'existence de ce podcast. Je remercie aussi Geoffroy Montel pour la masterisation de l'épisode et Macha Garibian pour la belle musique que vous commencez à entendre. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'hésitez pas à bricoler quelques stratagèmes pour vous réapproprier votre temps.